Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On est vraiment ravis de vous voir si nombreuses et nombreux dans cette salle. Je suis Ilaria Andreoli, coordinatrice scientifique à l'Institut national d'histoire de l'art et j'ai le grand plaisir d'introduire trois de mes jeunes collègues qui sont là pour vous présenter une histoire singulière et très intéressante. Donc on a à ma droite Viviane Braga dos Santos, qui est une docteure diplômée de l'Université de São Paulo et pensionnaire à l'Institut national d'histoire de l'art. Ses travaux portent sur les enjeux entre le conflit sur les questions raciales et l'art contemporain, notamment sur la scène artistique brésilienne. Au centre, Marion Melouard, qui est doctorante à l'Université de Limoges et chargée d'études et de recherche à l'Institut national d'histoire de l'art, qui consacre sa thèse au peintre naturaliste Jean-Jacques, ou John James en anglais, à Audubon, pour proposer une réinterprétation de son parcours et de son œuvre sous l'angle de l'histoire des circulations atlantiques et des transferts culturels entre la fin du XVIIIe et le milieu du XIXe siècle. Et à sa droite, Marie-Colette de France, doctorante à l'École pratique des hautes études et chargée d'études et de recherche à l'INHA, qui travaille sur une thèse sur la plumasserie parisienne, la circulation et les usages de plumes ornementales au XVIe siècle. Toutes les trois sont rattachées au programme Paradis perdu, colonisation des paysages et destruction des éco-anthroposystèmes, qui vise à contribuer au mouvement actuel des humanités environnementales par l'élaboration et la mise à disposition des connaissances sur les images, les textes et les transformations des territoires de la colonisation. Ce programme a été initié et porté par Zahia Rahmani dans la continuité de ses précédents projets, notamment l'exposition Made in Algeria, généalogie d'un territoire qui s'est tenue au MUSEM en 2016 et du programme Sismographie de lutte, débuté en 2015, qui a donné lieu à des installations aujourd'hui en itinérance à l'international. Donc aujourd'hui, on est là pour un arbre, une confiserie, une histoire coloniale du sucre par l'image. Je vous donne la parole pendant environ 1 heure. Bonjour à toutes et à tous. Merci Ilaria de cette présentation. Merci d'avoir choisi d'être là avec nous ce midi. Merci à vous aussi d'avoir choisi d'écouter cette table ronde. Je sais que la programmation, voilà, il y a pas mal de choses très intéressantes, donc ça nous fait plaisir aussi de vous rencontrer. Et aussi, on espère que vous participerez aussi à cette table ronde avec vos commentaires et questions à la fin. Alors, on propose de raconter, ou plutôt de revenir à une histoire coloniale du sucre à travers des images, dans le but premier de vous présenter la façon dont une histoire de l'art s'offre aussi comme en domaine d'investigation et en outil sur les problématiques majeures de notre temps, donc les changements climatiques, qui est un des thèmes du festival de cette année. On vous propose donc de vous présenter quelques exemples iconographiques qui composent cette histoire, puisque l'intérêt de la façon dont l'entreprise coloniale était l'événement mondial de bouleversement des territoires. Cette histoire du sucre, on la présentera à partir d'une des matières principales pour sa fabrication, la canne à sucre, et sa migration et sa culture imposée dans ce territoire qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique latine. Alors, je vous présente donc cet élément par cette image d'Étienne Denis, lithographe de la Cour royale française, dont la carrière a débuté au Jardin botanique du Musée national d'histoire naturelle à Paris. L'image vient d'un ouvrage qu'il a fait qui s'appelle Flore d'Amérique, publié en 1943, entre 1943 et 1946, à côté d'autres images des fruits, d'arbres, de fleurs, des vignes et des noix des îles caribéennes. Il va travailler pendant beaucoup de temps dans ce qu'on va appeler les nouveaux mondes, c'est pour ça qu'il fabrique ces images.
La canne à sucre, donc, cette canne qu'on voit sous ces là, est une herbe géante, associée souvent à des zones tropicales. Donc, on en parlera aussi, quelle est cette histoire de zone tropicale et pourquoi on le nomme comme ça à cette période. Et on verra les effets de la réduction aussi d'appeler ces espaces des zones tropicales. Donc, herbe géante, sa tige est très épaisse. Il y a plusieurs genres, mais on va parler de celle qui est utilisée pour la fabrication du sucre. Elle est stocke donc en sucre cristallisé dans cette tige, la saccharose. Et par la transformation industrielle et par les processus de raffinage et de la cuisson, d'abord de l'extraction du sucre, puis de la cuisson, on va avoir un jus qui va se solidifier. Et là, on commencera un processus de blanchissement du sucre. La tige peut aussi devenir, était très connue aussi pour devenir du rhum dans certaines régions. Bien que ces éléments aient été connus au long des siècles d'expansion coloniale comme les principaux intérêts de la culture de la canne à sucre, on peut voir bien sur cette carte qui était diffusée, non, c'est celle la carte postale, diffusée en France dans le 19e siècle par l'entreprise de biscuits Pernod et qui présente donc la canne à sucre avec une image stéréotypée des plantations au Brésil, la canne à sucre comme les produits d'où vient la sucre à cette époque. Bon, bien que c'est l'intérêt principal, c'est la fabrication du sucre, et ça perdure jusqu'à nos jours. La période contemporaine, elle présente la canne à sucre également comme une plante convertible en énergie, d'où l'augmentation des plantations de canne à sucre dans l'époque contemporaine. Production d'énergie comme biocarburant, une alternative donc au pétrole, et donc l'intérêt économique aussi de ce produit. La canne à sucre est originaire de la Nouvelle-Guinée. Elle arrive, et donc la canne à sucre, elle a plusieurs espèces, 3 espèces spécifiques. Donc les Saccharum officinarium, c'est la canne à sucre dont on parle aujourd'hui. Parce qu'après, dans le 19e siècle, il y a eu pas mal de changements aussi, des croisements des agronomes pour transformer et rendre la canne à sucre un peu plus résistante. Elle a porté avec Colomb pendant sa deuxième venue aux Amériques, donc elle arrive à Saint-Domingue en 1483. Il se répand partout dans le territoire sous l'entreprise coloniale française, portugaise, espagnole et hollandaise. Elle arrive à Martinique en 1640, au Brésil depuis 1504. Ici, vous trouvez justement une carte de l'Amérique latine avec des timbres nationaux qui nous permet d'observer la prolifération de la culture des cannes dans ces territoires. Ces timbres qui datent entre 1930 jusqu'à 2017, je pense. Donc après les indépendances de la plupart des pays qui les impriment, présentent la production de canne à sucre comme des symboles et des fiertés nationales. Les dessins ou les photographies, elles soulignent les éléments récurrents de l'univers sucrier depuis le début de ces cycles ininterrompus dans l'Amérique latine. Le produit est présenté lui-même tout seul ou dans la plantation. On représente aussi la récolte manuelle, le transport à l'aide animale ou à des machines, les moulins en opération, les raffineries, où on conjugue tous ces éléments. Bref, la représentation de la canne à sucre dans ces timbres, sous ces timbres, nationaux et internationaux, souligne une tradition du sucre ainsi que sa modernité dans le monde contemporain. Et c'est là que je passe à mon troisième PowerPoint pour cette introduction. Une tradition inventée, en quelque sorte, mais qui est bien présente dans les imaginaires locaux. Dû son arrivée très tôt dans ces territoires, la canne à sucre elle s'inscrit dans la mémoire locale des habitations comme un produit natif,
Rarement on localise son origine à l'époque coloniale et puis dans l'impérialisme américain pendant les dictatures latino-américaines, notamment à Cuba et en Argentine. Et comme produit d'une époque dont les problèmes dont on hérite des problèmes aujourd'hui. Et cet imaginaire populaire autour de la canne à sucre est rempli de nostalgie parce que des professions se sont développées en lien avec cette vente, par exemple, du sucre, de la canne à sucre dans les rues et maintenant dans les marchés des fruits, mais aussi l'élaboration d'autres produits venus du sucre de la canne, mais qui ne vont pas aboutir au sucre qu'on connaît. Donc, rapadura, une espèce de bonbons, rapadura, oui. Alors, une espèce de blocs très sucrés, très durs aussi à manger, et donc qui sert comme un dessert, et les gens les saucent. Les mélassos aussi, c'est une espèce de miel de la canne à sucre, mais qui font partie de cet imaginaire des éléments et des aliments qui ont été toujours là, sans qu'on ne se pose pas la question d'où ils viennent, et qui en réalité, ils ne font pas partie d'un univers autochtone dans cette région. La présentation d'aujourd'hui donc, propose de comprendre un peu ces effets et de comment le monde va complètement être bouleversé par ces plantations, même si on a l'impression qu'on a habité toujours le monde comme il est maintenant. C'est bon, c'est assez long. Merci beaucoup Viviane pour ton introduction. Merci à Hilaria aussi. Alors, maintenant que Viviane nous a un petit peu présenté ce que c'était que le sucre, d'où il venait et tout l'imaginaire qui s'est construit autour de ce produit aujourd'hui, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller au-delà de ces imaginaires portés par la canne à sucre et esquisser une histoire de son exploitation et de son impact sur le climat en interrogeant les images. Plus concrètement, Marion, Viviane et moi-même allons à présent essayer de comprendre comment les représentations des territoires caribéens et américains sont passées, en très gros, de l'image de gauche à l'image de droite. Comment ça a influencé l'imaginaire qu'on porte aujourd'hui à ces territoires. Et notre but, c'est également d'essayer d'introduire les conséquences climatiques de ces transformations. Pour ce faire, je vais commencer par évoquer les premières descriptions des côtes américaines qui nous soient parvenues. Il y a un témoignage qui ouvre un récent et célèbre ouvrage de Fresso et Locher sur l'histoire du changement climatique, ouvrage qui s'appelle « Les révoltes du ciel ». Ce témoignage est signifiant. En 1494, pendant le deuxième voyage de Christophe Colomb, alors qu'il longe les côtes de la Jamaïque, l'équipage aurait constaté la chose suivante. Chaque soir, des nuages se formaient qui, pendant 1 heure au moins, versaient une pluie abondante, ce que l'amiral, Christophe Colomb, attribua à l'influence des forêts dont les îles étaient couvertes. Il savait du reste qu'un fait analogue avait été constaté à l'origine aux Canaries, à Madère et aux Açores, où il ne se reproduit plus depuis qu'on en a détruit les forêts primitives. Ces réflexions nous sont rapportées par le second fils de Colomb, Fernando, qui avait accompagné son père pendant son 4e voyage, qui fut aussi son premier biographe. Colomb ne fut pas le seul à être marqué par un climat inhospitalier sur ces terres pour les Européens. Dans les années 1560, le voyageur Jean de Léry, qui chemine alors vers le Brésil, évoque des pluies infectes, chaleur, soif et autres incommodités qu'il a subies en zone équatoriale. Et le cartographe Martin Waldseemüller indique dans un cartouche en latin de sa célèbre mappemonde de 1507 que vous voyez à l'écran que la zone torride n'est pas désolée, mais habitable avec difficulté. Ce ressenti n'est pas sans évoquer une des grandes croyances portées par la cartographie médiévale qui était issue des écrits de saint Isidore de Séville. Et cette croyance envisageait la 4e partie du monde, qu'on appelait la zone torride, et qu'on ne connaissait pas alors, comme une zone inhabitable parce que soumise à des températures trop élevées. Christophe Colomb, en ce sens, il se situe un petit peu dans une continuité. Mais à ces descriptions s'en superposent d'autres, plus positives et pas nécessairement incompatibles.
Amerigo Vespucci, par exemple, alors qu'il marche au Brésil, décrit la zone comme un véritable paradis terrestre. Au milieu du XVIe siècle, le navigateur français Guillaume le Testu, dans son célèbre manuscrit, nous rapporte que la Nouvelle-Espagne, c'est-à-dire l'actuel Mexique, est fertile en blé, que l'on y cueille 2 fois l'an. Aussi nourrit-elle grand nombre de bœufs, cerfs et autres bétails. Le même constat est formulé dans un autre très célèbre manuscrit qu'on appelle le Drake Manuscript, qui est l'histoire générale des Indes. Christophe Colomb lui-même, outre ses observations précédemment évoquées sur les pluies diluviennes qui frappaient la région, en louait aussi la fertilité, ce qui n'est pas forcément paradoxal. Il est notamment émerveillé par l'île Isabelle, ou l'île espagnole, c'est-à-dire aujourd'hui Haïti, dont la douceur du climat lui évoque alors l'Espagne au mois d'avril. Il décide rapidement d'y édifier un établissement, et son fils Fernando nous rapporte encore que, le 29 mars 1494, l'amiral fut de retour à Isabelle, où il constata que des melons qui avaient semé moins de 2 mois auparavant donnaient déjà des fruits bons à manger. En moins de 20 jours, des concombres étaient arrivés à maturité et une vigne sauvage qu'on avait taillée montrait déjà des raisins fort bien fournis. Il n'était d'ailleurs aucune graine qui, mise en terre, resta plus de 3 jours sans lever. En 7 jours, des noyaux germaient et le même temps suffisait au développement des cannes à sucre. Il n'est pas étonnant que la canne à sucre ait fait partie des bagages des Espagnols, et ce, dès les voyages de Christophe Colomb. Initialement, comme l'a dit Viviane, la plante était originaire donc du sud de l'Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle a été adoptée très tôt dans l'Antiquité par les Chinois, les Indiens, qui en ont développé les techniques de cristallisation. Et le sucre cristallisé s'est ensuite lentement exporté vers la mer Méditerranée sous forme de pain qui était fabriqué par les Perses. Dans l'Europe médiévale, le sucre était considéré comme un produit de grand luxe, davantage envisagé pour ses vertus curatives que gustatives, et il était vendu exclusivement par les apothicaires. Mais cette consommation évolue considérablement à la fin du Moyen-Âge. Le développement des routes commerciales, évolution des techniques de navigation, des épisodes de conjoncture économique favorables sont certainement des éléments qui ont participé à cette évolution. Les modes de vie des cours également. La place accordée au luxe, au décor éphémère, à l'étrangeté et à la surprise pendant les fêtes au XVIe siècle a fait du sucre un élément indispensable et indissociable de la réjouissance, que ce soit sous forme de dragées, de confitures et même d'œuvres d'art. J'ai 2 exemples à vous donner. Il y a déjà le banquet organisé pour l'entrée de Charles IX à Paris en 1571. La ville avait commandé à l'apothicaire des sculptures en sucre qui représentaient des allégories et les 4 parties du monde, notamment des navires chargés de marchandises, fabriqués, taillés dans des pains de sucre. Et d'ailleurs, ces pains de sucre avaient été travaillés également par Germain Pilon. Plus surprenant encore, Pierre de Nolhac et Angelo Solerti nous racontent que le roi Henri III, pendant son voyage à Venise en 1574, a été émerveillé pendant une réception donnée en son honneur. Alors qu'il s'apprêtait à saisir une serviette de table, celle-ci lui est tombée des mains, s'est effritée. Elle était en réalité entièrement réalisée en sucre, plus ressemblante que nature, de même que les couverts sur la table, les plats, etc. Ces anecdotes sont très amusantes, mais elles veulent dire une chose, c'est que pour faire face à cette hausse continue de la demande européenne, la canne a dû progressivement être introduite plus près, donc autour de la Méditerranée, et ça a été fait au cours du Moyen-Âge. En premier lieu dans les régions qui étaient alors sous domination arabe, aux Canaries, à Madère, en Espagne ou encore en Sicile. Les grands ports marchands, ensuite, se sont équipés de leurs propres raffineries, d'abord Venise au XVe siècle, puis Anvers au XVIe siècle. Ici, ce que vous voyez, c'est donc une sucrerie, fabrication de pain de sucre européenne, probablement sicilienne. On comprend donc dans ce contexte européen pourquoi les Espagnols ont voulu introduire la canne, entre autres choses, sur ces terres qu'ils ont nouvellement découvertes.
Les îles d'Haïti et de Sainte-Dominique furent les premières à accueillir ces expériences botaniques. On l'a vu dès Christophe Colomb. Et on l'a vu aussi, elles ont apporté aux Espagnols des résultats très rapides et très satisfaisants, parce que la canne à sucre était, parmi les espèces qu'ils ont rapportées, celle qui s'est acclimatée le mieux. Le voyageur italien Girolamo Benzoni, il relate dans son Histoire nouvelle du Nouveau Monde, qui est paru en 1572, qu'il se fait en cette île-là, il parle d'Haïti, grande quantité de sucre. Lorsque j'y estois, il y avoit 24 moulins à sucre qui ne faisaient pas d'autre chose. Aussi sont-ce les principales marchandises et le meilleur trafic que l'on fasse en cette île-là. Il y a eu bien d'autres tentatives donc, de plantation de canne à sucre le long des côtes atlantiques de l'Amérique à la suite des Espagnols. Mais toutes n'ont pas été aussi concluantes. Dans les années 1580, l'écrivain et scientifique anglais Thomas Harriot, qui est accompagné du dessinateur John White, qui a représenté à l'écran, vous pouvez le voir, les territoires qu'ils ont visités. Donc, Thomas Harriot a tenté d'introduire aussi des cannes en Virginie, là où les populations indigènes étaient davantage spécialisées dans la plantation du maïs. Harriot pensait que le climat, qu'il jugeait similaire à celui de l'Espagne, serait adapté, mais son expérience ne fut pas concluante. Et au Brésil, les Portugais ont rencontré aussi des difficultés, mais d'un tout autre ordre. Les cannes étaient une des rares plantations importées qui pouvaient s'adapter au climat brésilien. Mais le dit climat affectait lourdement les conditions de travail, était un véritable obstacle. Le marchand allemand Hans Staden mentionne déjà dans son ouvrage de 1557, donc au milieu du XVIe siècle, quelques maisons isolées qu'il nomme les ingenios, où l'on fabrique du sucre. Et quelques décennies plus tard, on arrive en 1619, début du XVIIe siècle, François Pirard de Laval fait ce constat. Ce pays est donc si mauvais qu'il sera impossible de l'habiter et d'y demeurer longtemps, si ce n'était ce trafic de sucre et de bois. Et encore, le sucre s'y fait avec grand peine et travail. Aussi, les Portugais confessent que les Français l'avaient découvert et habité en premier, mais qu'ils n'y purent durer à cause que le pays est trop fâcheux et pénible, et qu'il y avait trop de fatigue pour eux qui aiment à trouver leurs morceaux tout taillés. Même la plupart des Portugais qui sont là sont tous des gens bannis, banqueroutiers ou criminels. Malgré ces contraintes climatiques évidentes, l'auteur compte quand même 400 sucrières étalées sur 150 lieues de côte, environ 700 km, contre 7 ou 8 sur l'île de Madère, que les Français considéraient alors comme le premier exportateur de sucre. Pour maintenir un tel niveau de production dans ces conditions climatiques, les sucreries américaines ont dû s'équiper. En premier lieu, on le sait, de main-d'œuvre issue du travail des esclaves, et en deuxième lieu, de moulins à la pointe de la modernité qui ont fait l'objet de fascination des artistes voyageurs, au premier rang desquels Franz Post, sur lequel Marion reviendra un peu plus tard. Les Français, eux aussi, se sont essayés au régime colonial à partir de 1635 aux Antilles, et ils ont adopté à leur tour ce modèle de production intensif des Portugais, mais avec une volonté très assumée de le dépasser. Je vais, pour cette dernière partie, me baser sur les textes de Charles de Rochefort et de Jean-Baptiste Dutrertre, deux historiens et naturalistes français qui ont écrit leurs textes autour des années 1660-1670. L'exemple qui est le plus abondamment décrit et admiré est sans conteste celui de l'île Saint-Christophe, qui était alors administrée par le commandeur Philippe de Poincy. Dans les années 1660, l'île Saint-Christophe n'est plantée que de pommes de terre, de manioc et de canne. Il y avait du gingembre avant, mais le prix avait alors chuté, donc les plantations de gingembre avaient été éliminées à cette époque-là. Le reste était une savane servant à nourrir le bétail. La terre y était très bonne et produisait les mêmes choses que dans d'autres îles, mais avec plus autant de facilité, reconnaît Dutertre, parce qu'elle est comme usée. En termes d'équipement, Madère restait une référence historique que les planteurs s'attachaient, semble-t-il, à surpasser. Ainsi, il y aurait eu, sur l'île Saint-Christophe, le plus grand nombre de ces machines que les Portugais n'ont bâties à Madère.
Ces machines surpassaient d'ailleurs celles du Portugal, non seulement en quantité, mais aussi en qualité. La fabrique de ces moulins est de bois plus solide, plus élégante, plus industrieuse, mieux ordonnée et plus commode que celle des moulins que l'on voit à Madère et au Brésil, nous dit Rochefort. Il n'est pas à craindre ici, comme en ces lieux-là, que le feu gagne les chaudières bouillantes servant à chauffer le sucre et allume un déplorable embrasement qui cause souvent la mort de ceux qui travaillent aux environs. Je vais maintenant conclure en revenant à un témoignage que j'ai mentionné au tout début de ma prise de parole. Je vais revenir à cette hypothèse de Christophe Colomb qui disait que le déboisement permettrait de diminuer les pluies et donc de rendre une terre plus habitable pour les Européens. La logique comparatiste et la course à la production de sucre entre les puissances coloniales au XVIIe siècle a permis de vérifier cette théorie sur l'île de Saint-Christophe. À peine 2 siècles après Colomb, Jean-Baptiste Dutertre constate les changements drastiques que l'homme a apportés au paysage et tout en touchant du doigt le cercle vicieux de la monoculture, il prédit des manques à venir. Je le cite, « Le bois y est maintenant aussi rare qu'il a été autrefois en abondance. Et il apporte aujourd'hui autant de profits qu'il causoit d'incommodités, lors que les habitants étaient obligés de le couper pour étendre et pour cultiver leur place. Dès l'année 1658, quelques-uns étaient obligés d'en envoyer quérir avec des chaloupes dans l'île de Saba. Et je ne doute point qu'ils ne souffrent beaucoup à l'avenir par la disette du bois, dont on a fait de si prodigieux dégâts dans les commencements. Il est vrai que l'on se sert à présent de canne à sucre, après qu'elle soit passée par le moulin, pour faire bouillir les 2 premières chaudières essentielles à la fabrication du sucre. Mais comme la 3e y a besoin d'un feu plus vif, le bois y est absolument nécessaire. Je vais m'arrêter là pour cette première partie chronologique. Merci Marie et bonjour à toutes et à tous. Alors, pour cette partie que j'ai intitulée « Terre de sucre, la plantation paysagère et ses images », je souhaitais finalement me concentrer davantage sur les liens entre l'installation d'une plantation sucrière dans un site donné, le paysage qui l'environne à la fois, et le paysage qui l'environne à la fois comme perception de l'espace et sa représentation sous forme matérielle. Donc le projet ici, c'est d'essayer de cerner l'interaction qui s'opère entre ces objets à travers les intentions de création et de diffusion des images de plantations sucrières installées dans les colonies et ce que cela peut éclairer du rapport au paysage colonial de l'époque moderne à la fin du XIXe siècle. Donc il faut souligner l'existence de nombreuses études sur cette question de la sucrerie comme modèle paysager. Je mentionne ici celle de Carla Francisco récemment parue, la sucrerie paysagère, mais aussi les travaux de Geoff Keighley sur lesquels je me suis appuyée pour cette présentation. Donc, entre les 17 et 19e siècles, dans un climat expansionniste impérialiste et dans le sillage du programme politique du philosophe Francis Bacon, le développement et l'institutionnalisation des sciences et d'un savoir utile, useful knowledge, au sens d'utile pour le progrès de la société et des empires, participent de la meilleure connaissance du monde, mais surtout de sa meilleure maîtrise et de sa mise à profit. En effet, Bacon, inspirateur de l'esprit des Lumières, met en parallèle, en 1620, dans son ouvrage Novum Organum, donc vous avez ici l'illustration du frontispice, il met en parallèle la conquête géographique avec la conquête du savoir. Donc astronomie, géométrie, cartographie sont autant de disciplines scientifiques émergentes au sens de son institutionnalisation et deviennent de fait essentielles à la navigation, mais également à la délimitation des frontières et donc à l'expansion coloniale. Le savoir géologique, naturaliste, voire même anthropologique de ces nouveaux territoires devient ainsi un enjeu de domination et d'exploitation impériale des richesses.
We cannot command nature except by obeying her, traduite généralement par on ne commande la nature qu'en lui obéissant. Donc qui est une citation, l'une des citations les plus célèbres de Bacon et de son Novum Organum, est finalement caractéristique de ce schéma de pensée moderne qui conçoit la maîtrise de la nature par le développement donc, de la connaissance. Donc, sous l'égide de ce concept de savoir utile, le développement, je le disais, de la géographie et de la cartographie va influer sur l'installation des plantations sucrières. Les représentations topographiques de sites naturels favorisent leur appropriation par les colons en ce qu'elles renseignent des caractéristiques géologiques du site et de ses qualités pour la culture de la canne. On va privilégier notamment des zones boisées, voire même forestières, qui pourront être arasées pour les cultures et qui vont fournir du bois pour la construction de l'habitation. Le sol ne doit pas être inondable et l'exposition ensoleillée, tout en conservant une certaine humidité atmosphérique constante. Par ailleurs, il faut réunir aussi les meilleures conditions climatiques et topographiques pour tout le système de production. Au-delà de la culture même de la canne, la production de la matière première qui va reposer en grande partie sur le moulin à eau, le moulin à vent, le moulin à bétail pour broyer les cannes. Et donc, l'exposition au vent, la proximité d'un cours d'eau ou la présence de plaines pour les pâturages s'avère ainsi essentielle à l'installation de la plantation. Donc, dans cette vue du bourg de la Basse-Terre de la Guadeloupe, par Charles Plumier, qui est un religieux botaniste envoyé par Louis XIV dans les Antilles, cette vue est intéressante pour sa façon d'identifier justement les zones de culture déjà en place et les espaces en réserve disponibles à l'installation de nouvelles plantations. L'appropriation et le partage du territoire colonisé est aussi à mettre en lien avec le développement à la même période du système de propriété, qui repose en partie sur de nouvelles techniques de mise en valeur de la terre et qui exige que cette terre soit délimitée et que sa possession soit garantie. À la différence donc de ces espaces d'usage collectif, coutumiers, que l'on appelait les commons, les communs. Cette façon de mettre la terre au travail pour le profit de l'individu et non plus du collectif, dans une considération évidemment économique et politique de l'espace, donne lieu en parallèle à un contrôle visuel de cet espace et à la production d'images de ses propriétés, sous la forme de portraits. Cette tradition est bien sûr bien établie en Occident dès le XVIIe siècle et va prospérer tout le long du XVIIIe siècle et va s'étendre dans les colonies de façon assez naturelle, comme on le voit ici, avec cette vue de l'habitation du sieur de Préfontaine situé à Cayenne. Dans cette vue, qui réunit toutes les caractéristiques du genre, on considère cette vue aérienne est centrée sur la demeure du propriétaire et montre l'étendue des dépendances et de ces différentes composantes de l'exploitation agricole et qui permet ainsi d'en apprécier la valeur économique. Donc, cela va des champs de canne à sucre que vous avez en partie supérieure à gauche, au moulin également, qui se trouve tout au centre de la composition. La case à bagasse également, juste à côté. Et puis, bien sûr, c'est, je cite, case de nègres, c'est-à-dire les habitations des esclaves, tout en haut du format, plutôt sur la partie donc, droite. Donc, un autre exemple, je passe assez rapidement dessus, mais il s'agit du plan de l'habitation de Févret de Saint-Mémin. Je l'aime bien parce qu'il est coloré, celui-ci, et il est agrémenté de petites scénettes qui décrivent les principaux centres d'activité du domaine, et notamment cette vue perspective de la purgerie
et d'une partie des bâtiments dont les fumées noires et les esclaves au travail mettent en évidence la productivité de la plantation. Petit à petit, ces représentations vont se détacher de plus en plus de ce souci de vérisimilitude et de la topographie stricte pour assumer une dimension beaucoup plus universelle. Dans le contexte des Lumières et du culte voué au progrès scientifique, l'article « Sucrerie » de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert regroupe un ensemble de connaissances sur les cultures coloniales et élabore une synthèse visuelle de la plantation sucrière en créant des formes de portraits types de la sucrerie. Donc, dans le creux d'une vallée montagneuse, s'étendent sur plusieurs kilomètres au centre de la composition des cultures de canne à sucre. Tandis qu'en surplomb, sur la droite, s'élève la maison du maître, et en contrebas sont alignées face aux champs les cases des esclaves. Sur la gauche de l'image, au-delà de la rivière, le moulin à eau est relié à la sucrerie abritant les chaudières et plus en arrière-plan, en haut d'une colline, sont implantées la purgerie et l'étuve pour le raffinage et le séchage du sucre. Donc on voit dans cette représentation l'importance accordée au relief et à la structuration de l'espace. Le territoire est partagé en 3 zones principales entre culture, production et habitation, tandis que l'élévation du terrain vient marquer le rapport de domination du colon sur les organes de production et permettent par ailleurs une vue intégrale et distanciée, universelle finalement, du maître sur son exploitation. Et finalement qui revient un petit peu à celle qui nous est présentée ici par l'encyclopédie. Donc le paysage devient ainsi support de typologie et est réduit à sa seule, finalement, à sa seule capacité productive. Dans le champ de la peinture, l'image de la sucrerie comme des plantations coloniales en général se développe dès le XVIIe siècle, notamment par l'intermédiaire de commandes par les colons espagnols et portugais à des artistes nordiques, hollandais ou flamands principalement, dont les traditions picturales se rapportent particulièrement au genre du paysage, de l'histoire naturelle même, voire de la nature morte. Ici, dans un moulin à sucre, une huile sur toile réalisée en 1650 par Frans Post, peintre de l'école hollandaise. Voilà. Cette peinture est issue d'une plus large série de 9 grands tableaux qui vont représenter les paysages et les scènes de vie dans les colonies brésiliennes. Donc Frans Post est membre de l'expédition du Brésil de Willem Piso et c'est à son retour de ce voyage qu'il compose véritablement la scène en atelier. On retrouve une fois plus un paysage assez stéréotypé, reprenant les conventions du portrait de propriété, avec voilà, ces habitations en élévation, détaillant également les différentes étapes, les outils, les lieux de production du sucre, le moulin, la raffinerie, la case des esclaves, et inscrit dans un environnement propice au développement agricole riche de diversité. Ici, on remarque les scènes d'histoire naturelle au premier plan et la multiplicité des espèces végétales. Ces commandes des colons portugais ou espagnols traduisent finalement un certain intérêt du marché de l'art pour ce type d'image, puisque les portraits de plantations sucrières assurent un rôle de représentation sociale pour le collectionneur qui va l'acquérir auprès d'une société métropolitaine et en associant par analogie voilà, le collectionneur aux normes de goût et de culture mondaine. Je passe ici, parce que je vois que le temps file. Dans une scène aux Antilles du peintre anglais Thomas Hearne, l'environnement de la plantation va prendre le pas sur la description même de la production de sucre, qui ne représente qu'une petite partie au centre de l'image et dont le moulin est le principal point d'accroche visuel.
La figure principale de cette aquarelle est finalement la nature idéalisée sur le modèle classique du paysage italien, tel les peintures de Salvatore Rosa, de Nicolas Poussin ou voire même du Lorrain, avec ce corps montagneux, imposant dans le lointain, et les éléments végétaux qui encadrent une composition asymétrique aux lignes courbes. Et c'est une attention accrue aux éléments d'histoire naturelle et aux effets atmosphériques qui vont traduire à la fois un souci de réalisme et en même temps cette volonté d'exoticiser l'environnement. Toutefois, cette nature idéale est pourvue de tous ces éléments qui lui permettront d'être une nature cultivée, puisque le champ de canne à sucre occupe toute la plaine et que, surtout, il y a du vent pour faire tourner le moulin, à broyer les cannes. Donc cette nature, encore une fois, réduite à sa force de production, est également ennoblie par la figure humaine et le travail du sol, selon la tradition de la peinture pastorale, avec une valeur positive apportée à l'esclavage, ce que renforce notamment la présence d'un groupe de 3 figures noires au premier plan, en attitude oisive, en promenade. Donc Thomas Hearne, Hearne est un peintre aquarelliste de la seconde moitié du XVIIIe siècle et dessinateur officiel du gouverneur des îles sous le vent, un archipel sous domination britannique au nord de la Guadeloupe. Et par ses différentes vues paysagères et scènes de la vie coloniale, son œuvre va faire partie prenante d'une propagande expansionniste de l'Empire britannique pour inciter justement l'investissement des Occidentaux dans les territoires coloniaux. Je passe ici aussi, ça fonctionne. Au tournant du XIXe siècle, la montée du mouvement anti-esclavagiste et dans le tourment des révolutions atlantiques, la menace de l'abolition de l'esclavage va entraîner la recrudescence d'images commanditées par les lobbyistes pour naturaliser le régime de la plantation. Donc l'environnement et les peuples asservis y sont représentés dans un style pittoresque, accordant une place importante aux caractères locaux, eux-mêmes décrits dans la littérature et la poésie romantique contemporaine. Donc je passe sur cette image pour vous présenter une sucrerie aux Antilles, un petit tableau d'Aligé de Fontenay actuellement conservé au musée du Nouveau Monde de La Rochelle, dans lequel la composition est organisée autour d'un pont de pierre quasiment en ruine, dégradé par le temps, et sous lequel jaillit un cours d'eau, peut-être une source, et qui relie symboliquement la case primitive, entre guillemets bien sûr, des esclaves au bâti moderne de la sucrerie à l'arrière-plan. Donc dans cette formule qui emprunte finalement à celle des ruines d'un Hubert Robert par exemple, la scène suggère l'intemporalité de l'exploitation de la canne à sucre et entretient sa permanence dans l'imaginaire colonial. Donc on a vu ici à travers ces quelques exemples comment, entre réalisme topographique et construction culturelle, l'image paysagère de la sucrerie à l'époque moderne est partie prenante de cette économie généralisée de la nature et du climat dans le contexte colonial. Donc, en développant un modèle idéalisé de paysage productif, ces représentations sont constitutives de la possession matérielle de l'espace, mais aussi de son appropriation visuelle par les puissances expansionnistes. Et c'est quelque chose ce dont témoigne aujourd'hui encore l'idée même de l'engenho, si je le prononce correctement, ce terme brésilien qui désigne les installations sucrières de l'époque coloniale, mais qui véhicule toujours cet imaginaire puissant de la plantation comme partie intégrante et naturelle de l'environnement. Je redonne la parole à Viviane. Merci Mariam, merci Marie.
Oui, je parlais bien dans les micros. Alors, c'est à moi de faire une petite conclusion, un peu longue peut-être, dans l'intention justement de produire cet espace fictif comme réel, dont on parlait Marion. L'économie de l'image de la plantation au XVIIIe et XIXe siècle nous livre déjà des indices de ces bouleversements du climat à cause justement des interventions humaines sur la culture de la terre. Alors, les images, par exemple, du peintre Édouard de la Plante, qui est à l'origine française, mais qui va vivre sa vie à Cuba, publié en 1857 dans un volume très intéressant qui s'appelle Los Ingenios, et publié en espagnol, mais qui se propose à donner les vues des principales plantations de sucre dans la ville de Cuba, montre cette activité économique, ce paysage, par un éloge à sa machinerie moderne. Dans ces images, je peux passer, donc une image qu'on voit là, mais dans ces images, il nous montre, comme je vous disais déjà, des signes de cette destruction du sol. Dans les dernières années, surtout à partir des années 1990, on voit une augmentation d'une culture stratégique dont fait partie le sucre, mais aussi les maïs, en raison des nouveaux usages de cette herbe, notamment l'éthanol. L'apparent justificatif en faveur de l'environnement cache un peu les effets négatifs de ces choix de production dont je vous parlerai maintenant. Or, je cite là une recherche d'une chercheuse colombienne aux États-Unis, justement à propos des plantations de canne à sucre. Or, la culture de la canne à sucre pour les biodiesels perpétue les effets connus du modèle prédateur de l'économie de la plantation de la canne à sucre coloniale. La disparition de la forêt endémique, l'extension de la latifondia et de la monoculture, la pollution des rivières par les eaux usées. Elle augmente également les coûts des denrées alimentaires et implique une utilisation importante des grès, des pesticides, des machines, les méthodes de production moins intensives étant beaucoup plus faibles et plus coûteuses. L'utilisation d'engrais, des pesticides et des machines est importante. En effet, comme toute production de commodités agricoles, celle du sucre porte ces problématiques. Comme il y a 2 siècles, l'installation des grandes plantations pèse drastiquement sur les populations autochtones qui se voient expulsées de leurs terres pour faire place au progrès. C'est le cas de peuples Guarani et Kiowa dans la région de Mato Grosso do Sul, au centre du Brésil, région qui dirige la production de sucre et d'éthanol à l'exportation. En plus de voir les terres traditionnelles et donc porteuses d'une relation cosmogonique réduites à cette capacité de productivité, et voir qu'elles deviennent des espaces à service de la machine capitaliste, eux-mêmes, ils sont soumis à un nouveau type d'esclavage. La destruction de la forêt et de la faune locale les attire dans des situations misérables. Les restants, dans la plupart des cas, le travaillent dans les plantations, dans des conditions d'esclavage ou les suicident. Dans un article de 2015, César Busato publie et affirme qu'il dans les derniers 12 ans, 687 autochtones amérindiens se sont donné la mort, pendant que 390 ont été directement assassinés. Les grands agriculteurs profitent de l'intérêt économique de l'industrie de la canne à sucre pour avancer donc sur les territoires qui ne les appartiennent pas. Et encore en 2015, ces peuples ont subi des attaques des milices dont les résultats, évidemment, c'était des morts, des viols et des tortures. On pourrait bien sûr essayer, sous les prétextes d'un avancement technologique et environnemental, qui était le grand intérêt de l'éthanol, d'éloigner la disparition des peuples autochtones des espaces
des problématiques climatiques, mais cela n'est pas possible. Bien au contraire, les écrits des leaders autochtones de nos jours, je cite par exemple Ayrton Krenak qui est bien traduit en France en ce moment, ou les études des rituels Tupinamba de l'anthropophagie dont on parle depuis le XVIe siècle avec la venue des Français dans la France atlantique, entre autres, laissent bien clair que l'expérience autochtone des survies dans les mondes défunts, ou des mondes qui sont en train de finir, sont urgentes dans notre époque contemporaine, et on en parlera à la fin de cette table ronde aussi. Si on n'est pas convaincu par cet argument au sujet de la relation entre les plantations de canne à sucre et notre problème climatique, d'autres éléments s'ajoutent à celui-ci dont je vais vous parler. Le principal, les effets sur la biodiversité, déjà dit par Marion, mais aussi un peu par Marie, et des effets aussi sur les forêts. Il est bien sûr que la théorie des colombes, à la fin, elle s'avère correcte sur cette transformation du climat parce que les racines de la canne à sucre, elles sont très denses et profondes. C'est pourquoi elles protègent bien les sols, notamment contre l'érosion due aux fortes pluies et aux cyclones. Mais c'est aussi vrai que la plantation de canne à sucre, au début de la plantation, elle cause aussi des érosions de ces sols parce qu'il faut beaucoup d'eau au début des plantations. Il est bien sûr vrai qu'elle permet d'absorber beaucoup plus les dioxydes de carbone comme toutes les plantes, qu'elle fait bien son travail de la nature, mais c'est aussi bien vrai qu'elle demande des grandes quantités d'eau, que la plantation... Ah oui, le micro, je suis désolée. Mais c'est aussi vrai que, par exemple, pour le coup de la culture de la canne à sucre, on ne peut pas attendre le fleurissement de la canne à sucre. Ça veut dire que tous ces arguments sur la possibilité d'une nouvelle vie de la nature autour de la canne à sucre, à la fin, ils ne sont pas vrais parce qu'elle n'arrive pas à son bout de vie en tant que végétation. La population locale, en raison de nouvelles techniques, la population locale, en raison de nouvelles techniques de travail de la terre, notamment les brûlages de la paille pour faciliter la récolte, est aussi très attente par les problèmes de la canne à sucre. Le brûlage, qui se fait depuis des siècles, c'est un processus, comme vous voyez la photo juste à côté, elle est là. Cette photo contemporaine montre donc un champ de canne à sucre, une plantation de canne à sucre mise à feu pour nettoyer la paille de la canne à sucre pour après faciliter la récolte sous prétexte d'améliorer les conditions de travail, mais surtout pour une meilleure rentabilité de la récolte, parce que la récolte se fait plus vite, et l'élimination d'impuretés depuis les débuts. Ces brûlages posent d'autant plus de problèmes, puisque comme on n'attend pas que la canne à sucre, on ne veut pas que la canne à sucre fleurisse, donc on fait la récolte avant, on fait la récolte notamment dans les mois de sécheresse. Donc, on a un problème de pollution qui grandit de plus en plus avec les brûlages des cannes à sucre. Alors, on a des problèmes aussi dans la fabrication, puisque une chose qu'on appelle les tartes des filtres, le bagage de la canne à sucre, produit en déchets. On veut se libérer de ces déchets et on utilise souvent ces déchets comme fertilisant dans les sols. Or, ces déchets ont une grande concentration de métaux qui attend le sol et qui polluent aussi les feuves qui sont autour de ces plantations. Alors, la canne à sucre et justement l'augmentation des plantations a aussi un impact sur la disparition des forêts, mais aussi sur ces scènes bucoliques qui parfois apparaissent dans les
les images que nous a montrées Marion. Alors, un grand paysage, et vous voyez aussi dans les paysages des doigts de la plante, ces arbres qui surgent comme des paysages, des scènes bucoliques, parce qu'en général, ces paysages bucoliques, on les retrouve à côté des champs qu'on utilise pour l'élevement d'animaux. Et en général, une fois qu'on met la canne à sucre, ces petits paysages qui pourraient encore stabiliser les climats dans la région sont aussi ravagés. Alors, je vais très vite. Bien sûr qu'on a, depuis des siècles, on essaye de développer d'autres machines, d'autres possibilités pour améliorer ces conditions climatiques et aussi des conditions sociales pour ces travailleurs des cannes à sucre. Une optimisation qu'en général a été mise qui a été mise en opération surtout après l'esclavage, après l'abolition de l'esclavage dans plusieurs de ces régions, mais qui n'a pas un grand effet. Alors, il faut que je cours, c'est ça? Ça va. Donc, OK. Donc, là, on voit 3 images. L'image de Jean-Baptiste Debré, une image d'après Jean-Baptiste Debré d'un moulin à sucre manuel et aussi portable. On voit aussi une image faite pendant les colonisations au Suriname par les Néerlandais. Donc, on voit déjà une évolution d'un moulin un peu plus motorisé, mais qui demande encore une architecture très coloniale, dans le sens où il n'y a pas une industrie très développée autour. Donc, les brûlages, il est fait encore dans des petits fours, dans cette résidence dont les toits est en paille, et qui subit aussi les risques des incendies. D'autre côté, on voit justement à partir de ces peintures des doigts de la plante, cette image d'une raffinerie de sucre à Cuba, déjà dans une époque plus avancée, très bien développée, où on trouve le développement urbain aussi, urbain architecturel, pour rendre compte de ces productions, et qui permet aussi de meilleures conditions de travail, notamment parce que les coupeurs, dans un certain sens, n'ont pas besoin de participer dans tous les processus, donc ils viennent pour couper la canne à sucre, mais ils ne font pas partie des processus de brûlage sur place. Donc, on récolte cette paille et on va la brûler dans des fours, dans ces raffineries. Il y a bien sûr un impact de la fumée, mais ce n'est pas du même ordre. D'autre côté, il y a aussi la possibilité... de ne pas avoir les mêmes impacts sur la santé de ces personnes. Et les impacts sont vraiment très particuliers. Dans certains cas, le brûlage était fait pour faire partir les serpents, faire partir les animaux de la région de la canne à sucre pour pouvoir faciliter la récolte et aussi une mesure de sécurité. Mais aussi, alors les conditions sont toujours mise en place pour cette optimisation, surtout pour rendre le travail plus rapide, rendre le travail plus facile, rendre aussi le bénéfice de ce travail plus possible de voir à court temps. Malgré l'importance de cette question climatique, donc, l'art contemporain, c'est ma période de spécialisation, son intérêt par les sucres, elle ne se porte pas nécessairement par cette question. Elle va se plonger surtout sur cette question justement des conditions de travail. Et à quel point ces modifications des usines et ces modifications des machines dans l'automatisation, elle va prendre en compte aussi un certain corps qui va apparaître dans les plantations des sucres, qui n'est plus les corps
des esclaves, mais vont être le corps des migrants européens qui vont arriver dans ces plantations à partir du 19e siècle. C'est donc dans cette question sociale qui porte l'intérêt principal de l'art contemporain sur les sucres et sur les plantations. Et ça depuis la moitié du XXe siècle. Déjà en 68, dans l'emblématique 1968, au sein de toutes les révoltes globales, les artistes argentins vont faire un mouvement d'art qui s'appelle Tucumán Art, qui va porter sur la fermeture des plantations de sucre en Argentine et l'impact que ça va avoir sur la vie des travailleurs dans ce local. Manifestation artistique qui était inconnue pendant beaucoup de temps, mais qui a guidé, par exemple, toutes les théories de dématérialisation d'art portées par Lucille Lippard aux États-Unis et par les artistes minimalistes aussi. Alors, je ne vais pas mettre des images, mais il s'agit justement d'une critique publiée sur des journaux, mais aussi avec une grande exposition, sur le problème de fermer ces sucreries en faveur de l'ouverture des entreprises d'automobiles en Argentine dans la moitié du 19e siècle. Mais il y a un art contemporain un peu plus récent, c'est la partie des années 2000, et je vous présente donc cette œuvre d'un artiste qui s'appelle Ayrton Heráclito, Les secrets intimes, et qui décide de relier en bateau l'image d'un bateau négrière à l'image d'une raffinerie des sucres. L'image à côté, elle montre les étapes pour rendre les sucres blancs. Des étapes qui étaient souvent associées aussi à la couleur de peau des esclaves et un projet de blanchissement que les pays traversaient. Lié aussi à toute cette discussion de que dans cette ère où les climats étaient insupportables, c'était aussi le processus de raffinage du sucre, le temps que ça prenait, aussi les efforts que ça demandait, serait un élément pour travailler aussi la morale du sujet. C'était pourquoi beaucoup des criminels dont parlait Marie portugais sont en fait renvoyés au Brésil pour travailler dans ces plantations de sucre. Alors là, je vais faire une parenthèse pour vous suggérer une table sur la culture matérielle des plantations, dont la théoricienne qui parle justement de ces renvois de criminels dans ces zones pour travailler comme punition. Laura de Mel Souza va parler justement de cette culture de la plantation. Alors, Heráclito, son intérêt pour cet élément, il vient de l'importance qu'il revêt dans la culture bayanaise, donc les sucres, mais aussi la viande et aussi les huiles des palmes, car originaire de Bahia, il grandit dans le milieu de ces plantations, d'un traitement, d'une traite d'esclaves à des fins agricoles aussi. Je passe à Caetano Dias pour ne pas prendre trop de temps. Oui, c'est pour ça. Caetano Dias aussi, il va travailler là dans cette œuvre qui s'appelle Les coins sucrés. Oui, les coins sucrés. Il va en fait dans cette gare de Salvador, d'où s'écoulait une grande partie du sucre produit à Bahia à l'époque contemporaine. Il va construire ce petit labyrinthe composé des plaques de sucre. La construction va faire sur place, donc avec la participation d'une population, en sachant que ce n'est pas du tout une population qui a un lien avec l'art contemporain, donc c'était un grand événement. Mais une installation qui va se défaire, l'éphémère va se défaire parce que, comme je vous ai parlé de la rapadura, ils vont prendre l'installation un peu comme cette rapadura, et donc à chaque fois, les gens passaient, ils récoltaient une partie du sucre pour manger comme dessert. Tiago Santana, c'est le prochain. Oui. Tiago Santana, qui va
travaillé aussi le sucre comme dans les matériaux principaux de sa poétique, notamment dans une relation avec l'esclavage. Et dans cette œuvre, Raffinerie 2, 3 et 4, il va proposer, par un geste symbolique, de déplacer une quantité de sucre avec une cuillère pour montrer les mots latents du produit au long des siècles, parmi lesquels la violence de l'esclavage et son héritage des stratifications sociales. Donc, au fur et à mesure que les sucres est décodé dans un exercice presque archéologique du contemporain, on va voir révéler les images qui vous ont été montrées aujourd'hui de l'artiste Jean-Baptiste Debré, artiste français, qui a participé à une mission et a établi l'enseignement d'art au Brésil, et qui a fait beaucoup de travaux sur les tortures, mais aussi sur le fait d'être asservi des esclaves brésiliens. Et dont les images font partie de l'histoire du pays, dans le sens où elles sont très diffusées dans les pays. Alors, pour conclure, et je suis désolée de faire très rapide, on ne voulait pas finir en vous annonçant les problèmes climatiques qui probablement il n'y aura pas de solution très tôt, mais justement, on voudrait finir en annonçant peut-être un espoir. Alors, l'histoire du colonialisme, elle se lie effectivement avec du sucre et d'esclavage, le début de ces problématiques avec les climats. Mais est-ce que, et on se demandait, est-ce que toute l'immigration des flores aurait eu les mêmes effets? On aimerait donc parler rapidement de cette migration, l'huile des palmes, qui pose aussi des problèmes dans les problèmes climatiques très importants. L'huile des palmes est un élément essentiel de la gastronomie des cultures d'Afrique noire. Originaire de la côte ouest de l'Afrique, ces produits, il est extrait de la pulpe du fruit dans un type de palmier spécifique. Le liquide paix résultant du pressage et de la cuisson est un ingrédient essentiel pour de nombreuses préparations. Bien qu'il s'agisse d'un aliment, il est aussi un matériau poétique, esthétique, médicinal et religieux qui guide une philosophie de vie de l'Africain ordinaire. Pour les communautés afro-latines qui ont pu continuer à faire l'expérience de cette huile dans les Amériques, elle constitue un souvenir de la résistance des Noirs à la violence d'esclavage, de l'établissement d'une relation au sein des communautés dans un pays étranger. L'arrivée d'huile des palmes dans le nord-ouest du Brésil et d'autres régions de l'Amérique latine est liée à celle des Africains, comme celle du sucre. Les deux étant arrivés dans les mêmes ports et sur les mêmes navires, même si la manière précise dont les palmiers a migré reste inconnue, on trouve des mentions de l'huile sur les routes commerciales entre l'Afrique, les Amériques et l'Europe, dans des terres datant des premières décennies de la traite des esclaves. Dans les récits des voyages de Duarte Lopez, par exemple, publiés en 1591, la variété d'utilisation de l'huile des palmes par les Africains est fréquemment citée. Il va de l'huile dans les aliments ou de la graisse sous la friture à un produit esthétique, une façon de graisser les corps. Au XIXe siècle, on trouve des mentions de l'huile des palmes dans les lettres, des documents officiels du commerce, de l'administration coloniale, ainsi que dans des publications des journaux. Et moi, on ne sait pas vraiment si il était établi en tant qu'une entreprise coloniale, l'huile des palmes depuis le début, ou s'il a migré avec les populations africaines de façon illégale. Ce qu'on sait, c'est que ces populations, une fois arrivées, elles vont cultiver l'huile des palmes à petite échelle dans leur communauté, normalement des esclaves qui ont enfui des plantations, et donc dans les quilombos, ils vont produire l'huile des palmes pour une consommation
personnel. Et donc, ils ne vont pas se lancer dans de grandes plantations qui imposent les problèmes climatiques. C'est de cette production de petite échelle qu'on voudrait vous parler pour conclure, dans la mesure que le problème, ce n'était pas forcément la migration de ces éléments, mais justement l'échelle de leur plantation. Benzoni, ce voyageur italien, déjà dans le XVIe siècle, annonçait que dans les Caraïbes, les Amérindiens, effectivement, faisaient la culture de la terre, mais ces images montrent bien que cette culture de la terre était en petite échelle, mais aussi que cette culture de la terre était très variée, et donc on peut voir des plantes très différentes qui cohabitaient. Alors l'image qui montrait aussi tout à l'heure Marie, cette image de manuscrit dit le manuscrit des Dracs, qui compte les histoires des Indes occidentales, montre aussi le processus de découpage d'une certaine plante, mais elle ne prend pas en compte, mais ces découpages des plantes des peuples autochtones aux ces cultures doit prendre en compte, quand on les observe, que ces peuples autochtones ont toujours cultivé en respectant la quantité, mais aussi en temps de la terre. Ces cultures, elles sont petites, mais elles sont aussi nomades. Ça veut dire qu'il y a un déplacement de ce peuple le temps que cette terre se récupère pour qu'un nouveau cycle des cultures puisse s'y produire. Donc, on finit là pour juste vous dire qu'il est possible, ces cultures sont possibles si on décide aussi d'échanger notre dimension de la culture, notamment pour la canne à sucre. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette épopée doublée d'une réflexion profonde. Donc, on a eu l'histoire et la projection vers le futur. La parole est à la salle. Est-ce que vous avez des questions ? Vous êtes des grands consommateurs de sucre, vous vous sentez coupable ? Comment ? Bon, alors, vous, c'est bon. Petroni. Dans le cadre de cette recherche, j'ai pas. Voilà, la question, c'est pour l'enregistrement, est-ce que ça s'est avéré vrai, cette histoire des nuages qui disparaissent une fois après déforestation ? Voilà, dans le cadre de cette recherche, j'ai pas trouvé de témoignages assez explicites, disons, qui disent ah bah oui, maintenant il y a moins de nuages, il pleut beaucoup moins, le climat a complètement changé, c'est sûrement parce qu'on a déboisé. Voilà, il n'y a rien d'aussi explicite que ça. Il y a des témoignages sur le déboisement et le changement climatique. En fait, c'est aujourd'hui où on peut le constater, ou les périodes récentes où on a vraiment cherché à documenter, à mesurer ce changement. Donc, pour les périodes que moi j'ai présentées, j'ai pas de témoignages assez précis à ma connaissance, mais ces changements, de toute façon, on peut encore les mesurer aujourd'hui. Après, c'est comment on décide en fait d'utiliser et de parler de ces mesures qu'on prend aujourd'hui et à quoi on les rapporte. Est-ce qu'on choisit d'en faire une histoire ? Comment on choisit de les présenter en fait ? Mais voilà, j'espère que ça répond à la question. Peut-être que... Oui, alors en plus comme ça, je vais vérifier si je l'ai bien comprise.
vous voulez savoir s'il y a un rapport de continuité un petit peu entre l'industrialisation de l'Europe et la transformation de ces modes de travail dans les sucrières en Amérique. Voilà. Alors, est-ce que l'une de vous est peut-être plus à même que moi de répondre à cette question? Déjà, moi, je dirais que oui, mais ça va être développé. Oui, oui. Je ne vois pas la personne qui... Ah oui, bonjour. Oui, il y a une relation d'abord parce que déjà le développement des sciences, déjà le développement de la science et de la nature tout court, il y a en lien avec ce développement aussi en Europe. Ça veut dire on veut en faire des investigations, mener des investigations de ce territoire colonial, à partir aussi de ce concept en Europe. Et on va exploiter ces territoires, chercher à trouver, je donnais un exemple très clair, en 1790, dans les années 1790, l'Empire portugais décide de mener des voyages philosophiques dans ce territoire colonial, au Brésil, en Afrique, un peu partout. Le voyage qu'ils appellent philosophique, il a justement le but de savoir quelles sont les conditions climatiques de ces endroits, quelles sont les populations, quelles sont les possibilités économiques, de développement économique dans ces espaces. Et à partir de là, à partir de récits qui viennent, ils vont décider qu'est-ce qu'ils vont donc planter dans ces colonies. Et à partir de la décision qu'est-ce qu'ils vont planter dans les colonies, ils vont décider aussi quel matériel ils vont développer pour planter dans ces colonies. Quelles choses ils pourraient importer d'Europe, mais quelles choses ils pourraient aussi importer d'Afrique, parce qu'il y a une machinerie en développement en Afrique et en Asie aussi, pour travailler ces espaces. Mais ce n'est qu'à partir du 1825 qu'ils vont, par exemple, publier les rapports sur les terres, les colonies, pour pouvoir permettre à d'autres gens de venir, mais aussi ils vont commencer à publier des manuels pour expliquer comment traiter la terre, quelle chose pourrait ou pas être plus pertinente pour la culture dans ces espaces, et donc quel développement aussi d'industrie, des machines pour pouvoir travailler cette terre-là. Parce que ces éléments, alors on n'a pas sur place au développement de machines, une transformation par exemple du fer, de l'aluminium, on n'a pas un développement sur place dans les colonies. Il faut venir en Europe pour avoir ce genre de machinerie. Donc c'est aussi en fonction des besoins que ces machines vont être mieux développées en Europe. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, moi, j'ai une question en tant que moderniste, sixiémiste. Quel est l'impact de cette nouvelle matière dans la fabrication et dans l'iconographie? C'est-à-dire, qu'est-ce que change le sucre, par exemple, dans le parure, dans le montrer de la table, de tout ce qui est l'habillement de la vie quotidienne, évidemment plutôt dans les fêtes. Donc, qu'est-ce qui a introduit la possibilité de travailler une matière qui n'existait pas avant? Et quels objets impactent le plus? Je pense que c'est plutôt une question pour... Alors, en fait, j'entends la question de deux manières différentes. Alors, je vais essayer d'apporter le plus de réponses possible. Ces nouveaux objets, est-ce que c'est avant ou après leur transformation? Parce que je pense qu'un objet qui a vraiment impacté cette culture-là, c'est cet objet du pain de sucre, qui était connu depuis plus longtemps, mais qui en fait offre pas mal de possibilités artistiques, parce qu'un pain de sucre, ce qu'on vend chez les apothicaires à l'époque, j'avais montré l'image. Oui, voilà. Et en fait, c'est quelque chose, on ne le voit pas sur l'image, mais c'est très très dur en fait, c'est très très dense, très condensé, et ça peut se sculpter. Et je pense que ça a été vu en fait comme un nouveau matériau, mais un matériau qui allait au-delà, parce qu'il parlait aussi au sens du goût. Voilà, donc pour moi ça c'est un objet
voilà, concrètement qui a fait la différence. Voilà, ces pains de sucre, on les voit beaucoup là chez l'apothicaire. C'est les cônes qu'on voit ici et qu'on pouvait aussi faire en beaucoup plus gros aussi. Voilà, donc ça, c'était vraiment un bloc dur qu'on pouvait sculpter. Après, en termes de produits finis, malheureusement, on n'en a pas vraiment gardé. Et dans les représentations, déjà, elles sont limitées, mais je pense, Hilaria, que tu le sais encore mieux que moi. Et c'est surtout que parfois, c'est difficile de vraiment faire une différence. L'image que j'ai choisie ici, j'ai voulu choisir une image de banquet qui, moi, me parlait, qui, moi, disons, résonne avec la représentation que j'ai de ces fêtes-là. Mais je ne peux pas du tout vous garantir si ce que ces personnages avaient dans leurs assiettes, c'était des objets en sucre ou pas. Très probable que oui, il y en avait. Mais en fait, comme ça, sur des peintures, sur ce type de représentation, non, on ne peut pas pointer lesquelles. Mais ça, eux-mêmes, en fait, leur but, c'était de ne pas savoir lesquels ils étaient, d'où l'anecdote d'Henri III. Donc voilà, ça, c'est plus difficile à dire. Oui, le rhum, oui, qui est un produit directement issu du sucre, en effet. Oui. C'est vrai qu'on aurait pu aussi tirer le fil du rhum. Ouais. Je pense qu'au niveau de la documentation, c'est quelque chose, c'est aussi une évolution qui est, à mon avis, qui serait passionnante à faire et qui serait possible à faire, peut-être à partir d'époques un peu plus tardives que la mienne, parce que voilà, en termes d'échelle de production, tout simplement, comme c'est très lié à la canne à sucre et que les échelles de production de canne à sucre, on vous a montré, c'est à partir d'une certaine période quand même que les échelles sont assez importantes pour que le rhum, la production de rhum qui en découle, puisse aussi être documentée. Donc voilà, je ne sais pas si vous, dans vos recherches dans ce cadre, vous avez pu voir des choses signifiantes sur le rhum. Pas forcément, parce qu'il y a il y a aussi le significat de ces rhums plutôt dans l'Europe. Parce que dans les colonies, alors la relation avec l'alcool, elle va être très condominisée pour ces personnes qui appartiennent à les classes populaires encore. Donc il y a une relation, voilà, ces produits qui est exporté, je pense qu'il est beaucoup mieux vu dans l'Europe que dans ces colonies. Parce qu'on va avoir d'autres variations des choses. Donc on va voir là ce vendeur qui sont du 19e siècle, par exemple. À force de passer la journée dans le soleil, il va avoir une transformation déjà dans leurs petites boules, les parties récipients. Oui, des petits récipients qui changeaient déjà les produits au moment de vente, des petites ventes. Voilà. Mais il avait, au moins dans ce document que j'ai pu voir du 19e siècle, dans les cas notamment du Brésil, il y a un intérêt moins pour les rhums. Il y a un intérêt beaucoup plus par la canne à sucre, par les sucres, justement pour l'importation du sucre. Non, oui. Confondu, c'est énorme. Oui. Peut-être qu'il y a un développement aussi avec l'apparition de la betterave à sucre, la production de sucre, ça change. Voilà. L'Europe va se doter de la betterave à sucre. C'est ça. Pour créer de l'autonomie. Déjà assez tôt, en fait. Oui, les cultures de betterave à sucre, il y en avait en même temps que la canne à sucre en Europe, mais c'est quelque chose, comme la canne à sucre, qui est très 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 compliqué à mettre en œuvre, et c'est pareil,
Oui, le problème du climat, en tout cas pour les époques vraiment plus anciennes, pour la betterave à sucre, se posait aussi. Enfin, c'était vraiment des conditions compliquées dans les deux cas. Oui. 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 Et ce qui était amusant, c'est quand vous avez présenté la vue là, de Basse-Terre à la Guadeloupe, de voir que maintenant, c'est de Rome c'est exactement la même, quasiment la même configuration. C'est Charles Plumier, c'est ça? Et là, le sucre est. Là, c'est Basse-Terre, hein, on voit. Du bord de la Basse-Terre, il y a c'est Laurent qui l'a. C'est pas le sucre dans ce coin-là. Et c'est la même configuration, c'est marrant de voir le paysage. Avec les chantins qui sont sur le dessus, la musique est en bas. Et les musiques sont dures. Donc, consommons moins mais mieux. Je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite une bonne continuation de festival. Et on remercie aussi nos oratrices.